Voici Jeff Relani, 8e dan de Taekwondo et 2e de Hapkido. Nous sommes ici pour vous enseigner les différences entre les techniques souples et les techniques dures en autodéfense. Nous allons commencer par vous montrer le crochet élémentaire du droit. Nous allons voir 4 ou 5 techniques différentes. Et ensuite, nous allons expliquer les différences entre les techniques de défense souples et dures. Qu'en pensez-vous? J'ai coutume de dire que nous allons vers une nouvelle perspective des arts martiaux. Pas un système nouveau, comme tel, mais différentes manières d'appliquer des techniques que nous connaissons déjà. Nous allons essayer d'expliquer les réactions physiologiques du corps pendant que nous réalisons ces techniques. Jeff va se charger de montrer le style le plus dur. Observez bien sa position. Je montrerai le style chinois, plus souple. Je suis dans une position plus détendue. Il a les poings serrés, comme dans un art martial classique. Tandis que moi, comme pratiquant du style chinois, j'ai les mains ouvertes. Jeff va envoyer un crochet du droit. Je le bloque et je fais un pas sur le côté, comme ça, avec mes mains ouvertes, sur son avant-bras. Je fais comme ça, je tiens la main ouverte. Dans le style dur, on appelle cela un coup de couteau. Le coup sur le nerf vague, sur cette partie du cou. Je fais un pas pour fermer cette ouverture et ensuite je lui donne un coup de coude. Je passe cette main par derrière, je lève cette main et je pousse vers le bas. Je lui donne un coup de genou au plexus solaire. Je pousse vers le bas. Vous voyez que si je continue, je peux le renverser. OK, nous le refaisons. 1, 2, 3, 4. Nous allons de l'autre côté et Jeff va expliquer la technique. Depuis la même position, nous allons faire les choses autrement. La manière de faire du style dur n'est pas aussi fluide. Elle cherche au contraire à transmettre de l'énergie cinétique aux muscles. Ce que nous voulons, c'est faire mal. Chaque blocage est un coup et chaque coup est un blocage. Je vais maintenant frapper le nerf médian et le nerf près du muscle. Ce sont 2 nerfs importants du bras. Je vais attaquer ces nerfs et les neutraliser, ce qui est une arme contre lui. Contrairement à la technique de Vincent, je vais baisser ma main pour le frapper. Mais au lieu de faire le coup de couteau, je vais le frapper avec la partie externe de la main pour atteindre son cou. Je frappe au même endroit que Vincent auparavant, ici sur le nerf vague, où se trouve un grand groupe de nerfs situés sur cette partie du cou. Les frapper peut être très facile et très efficace. Et peut provoquer une perte d'orientation provisoire. En baissant la main comme ça, je parviendrai à le désorienter pendant un bref laps de temps. Après avoir baissé ma main, je vais saisir son cou et je vais le frapper au visage avec mon genou. Ensuite, je vais faire un pas vers l'arrière et baisser mes mains jusqu'à l'amener au sol. Je le refais un peu plus vite. Nous commençons dans cette position. Blocage, coup, en bas, en arrière et directement au sol. Quand il est dans la position, je vais rester droit. Je ne vais pas bouger. Je ne veux pas modifier mon centre d'équilibre, mon centre de gravité. Je vais rester droit pour conserver mon centre de gravité. Nous allons faire, avec Relani, un autre coup de la droite. Nous commençons dans cette position. Mais au lieu de le bloquer de l'intérieur, je vais bloquer de l'extérieur. Rendez-vous compte que la même technique a certaines similitudes et certaines différences. Quand il lance le coup du droit, je le dévie. En Lingar, mon style familial, on appelle cela Pak Sao, ce qui se traduit normalement par blocage avec la paume.
Je bloque son bras et immédiatement je frappe sur cette partie, juste ici, sur sa côte flottante. Une fois de plus, dans ce style, je vais fermer l'ouverture. Pour fermer l'ouverture, je fais un pas en avant et je le frappe comme ça avec le coude. Souvenez-vous qu'à la vitesse réelle, sa main se déplace vers l'extérieur et peut me frapper de nouveau comme ça. Il est très important de glisser ma main comme ça et de maintenir sa main éloignée pour qu'il ne puisse pas me frapper. Je dévierai son coude. D'ici, je me retourne comme ça. Je tiens toujours loin ma main. Et j'utilise mon autre coude pour le frapper comme ça. D'ici, nous allons attaquer ses extrémités inférieures. Je saisis son bras. Je frappe avec mon genou droit sur ce point. Et vous pouvez changer et frapper avec le genou gauche également. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons changer. Je vais faire la même chose. Au lieu de bloquer de l'intérieur, je vais bloquer depuis la ligne extérieure. Ce que je vais faire avec ce mouvement rend plus difficile la contre-attaque de mon agresseur. Quand il envoie son poing, je dévie comme ça. Pas un blocage. Ce n'est pas vraiment un blocage. Et ce que je vais faire, c'est ceci. Il a frappé sur les côtes flottantes, et je vais faire la même chose. Mais en expliquant que c'est ce qu'en chinois on appelle dabao, qui est le point où je vais frapper. Et ensuite faire ceci avec ma main, pour contrôler sa tête. Parce que quand vous contrôlez sa tête, vous contrôlez son corps. Je le pousse vers le bas, contre mon genou, et je frappe sur le nerf fémoral avec mon genou. Je le frappe sur la jambe avant. Je lève ma main comme ça, et je le saisis à la mâchoire. Je mets mon doigt comme ça, parce que quand je fais mon mouvement, il va toucher le sol, et je fais ceci. Encore une fois, je tiens mon corps droit, comme je l'ai fait dans d'autres techniques, et lui termine au sol. Nous allons le faire depuis un autre angle, pour que l'on voit bien. OK. La première chose que je vais faire, ce sera aller vers l'extérieur. Ensuite, je le frappe comme ça. Je lève mon bras et je l'entoure. Avec mon bras, je frappe et je forme un cercle autour. Mon doigt est dirigé vers l'endroit exact où je veux qu'il aille. Il est parallèle à son pied. La direction serait celle-ci. Je fais ceci et son corps va directement au sol. Observez que mon corps reste droit, de sorte que je peux faire des techniques au sol pour le maintenir sous contrôle. Nous allons continuer de parler du coup de poing direct, mais maintenant, au lieu de bloquer de l'intérieur, nous allons bloquer de l'extérieur, en frappant surtout sur la ligne centrale de son corps. Nous allons voir les différences en l'appliquant. Une fois de plus, nous allons commencer dans cette position. Jeff envoie son poing, et alors que je faisais le blocage Paksao de l'extérieur, je vais maintenant le faire de l'intérieur. Cette main va bloquer, et je continue ensuite comme ça. Ce blocage en chinois s'appelle Yin Sao. Nous allons le voir de nouveau. Comme ça, cette main vient de l'intérieur. Maintenant, je frappe. Si vous observez la ligne centrale de son corps, le plexus solaire se trouve ici. Ici se trouve le yin supérieur et ici le yin inférieur. Ça dépend de la zone que vous allez frapper. Mais je peux frapper n'importe où avec ce type de coup. Nous le frappons sur le yin supérieur. Nous continuons comme ça. Je frappe sa mâchoire avec le coude et je descends ma main jusqu'à la poser sur ses nerfs. Nous mettons la main comme ça et nous le frappons à l'entrejambe. Et avec mon coude droit, je le frappe au visage. OK. Nous le faisons encore une fois.
Je vais le faire plus facile. La philosophie est la même, mais je vais légèrement changer ce que Vincent a fait. Quand il attaque, je lève mon bras pour bloquer avec l'avant-bras et j'ouvre la main. Il essaie de me frapper de nouveau et je bloque. Je vais maintenant transférer plus d'énergie vers ce point et frapper le nerf qu'on appelle nerf médian et qui se trouve dans cette zone du bras. Il y a 3 lignes suivant la médecine qui sont connectées au cœur. Je vais continuer le mouvement et je vais frapper ici, sur les muscles pectoraux, les muscles deltoïdes, sur cette zone ici. Et encore une fois, nous avons 3 lignes qui commencent ici et vont au cœur. Je vais transférer autant d'énergie que possible. Je vais recommencer ce mouvement. Et ensuite, je frappe avec le genou dans la zone tian basse, où, suivant la médecine, il y a 7 autres lignes vitales. Si nous frappons sur cette zone, nous pouvons provoquer une stase sanguine ou stagnation du qi. Nous allons le revoir encore une fois. C'est très simple. Je bloque, coup, saisie et coup de genou. C'est une technique très facile et très efficace. Voyez une chose intéressante de la technique que Jeff a montrée. Envoie-moi le point de nouveau. Dans notre système familial, nous faisons une chose. Il parle de frapper ici, dans la zone du deltoïde. Mais en Lingard, nous frappons cette zone, provoquant un choc. Je frappe ici sur l'extrémité. Cela produit un choc qui dure 3 ou 4 secondes, au cours desquelles il sera étourdi et je pourrai facilement poursuivre mon mouvement. Nous allons continuer avec une technique élémentaire d'autodéfense pour une situation que vous pourrez rencontrer dans la rue ou dans un bar. C'est la saisie à 2 mains. Beaucoup de gens, quand ils sont saisis, réagissent en essayant de se libérer ou d'écarter les bras de l'agresseur. Je suis droitier et je vais vous montrer comment le ferait un droitier. Je vais faire ceci avec cette main. Je vais appuyer légèrement et en même temps, je vais le frapper comme ça, avec la main droite. Comme ça, je le frappe sur les nerfs qui se trouvent ici en bas. Ça va? Quand je frappe, les gens sentent que je le saisis. Et c'est une bonne chose, parce que je vais faire le mouvement sur le côté. Je vais plier les doigts, formant un aiguillon, et l'attaquer à la gorge. De nouveau, je le frappe vers le haut et je l'attaque à la gorge. Je l'attaque ici sur la ligne centrale. Ensuite, je pousse et avec mes doigts ouverts, je l'attaque aux yeux. Je maintiens la saisie de sa main. C'est la première chose que je fais, parce que je ne veux pas qu'il me frappe ou qu'il me saisisse ailleurs. Cela me permet en outre de m'équilibrer. Je peux ensuite lui donner un coup de genou à l'entrejambe et ensuite, je peux le pousser comme ça, en faisant un pas en avant. Je vais le refaire. Coup vers le haut, aiguillon, pique aux yeux, coup de genou et poussée. Maintenant, nous changeons. Ce que je vais faire est très similaire à ce qu'a fait Vincent. Simplement, je le ferai depuis une autre perspective. Il saisit mon bras de ce côté et a frappé un nerf que l'on appelle nerf radial. Et croyez-moi, c'est très efficace, car l'énergie se transmet quand sa main se trouve dessus pendant un moment. Vincent, viens vers moi. Ça va. Jeff parle d'un point intéressant. Il explique pourquoi un côté du corps agit. Ce qui se passe ici se transfère évidemment à l'autre partie du corps.
Bien, quand nous attaquons une partie du corps, nous appelons une réponse réflexe. L'autre répondra à travers le nerf sympathique. C'est parce qu'une partie est surchargée, tandis que l'autre peut être en état de choc. En d'autres mots, si je frappe sur cette partie de la jambe, comme je l'ai fait avant, l'autre partie restera immobile pour plusieurs raisons. Je peux frapper fort ou pas, sa jambe se bloque. Quand il fait ceci, ma manière de penser change. Mon esprit se met à penser qu'ici, il peut y avoir une douleur, et la manière d'agir change. L'idée, c'est de modifier mon processus de pensée pendant cette période de temps. Cela me permettra de terminer la technique et d'être plus efficace. L'une des choses que j'ai dites, et qui est très vraie, c'est que dans la rue, ils peuvent vous donner un coup de poing. Ils peuvent vous saisir et le faire de nombreuses autres manières. Nous ne voulons pas qu'ils nous saisissent. Pour cela, vous voyez les gens se rejeter en arrière et essayer d'écarter les bras de l'attaquant, ou quoi que ce soit d'autre. Comment faire pour que quelqu'un se rende? Nous allons parler de nouveau de ces nerfs. Juste ici. Ce nerf d'ici. Il faut simplement le toucher, mettre le pouce dessus, et je me sens comme si on me donnait un massage. Mais si on appuie un peu plus fort, je sens mes bras tomber. Ce que je vais faire, c'est bouger mes bras comme ça, en cercle. Et je vais ouvrir les mains au dernier moment. Cela aide à transférer l'énergie et à surcharger les coudes, provoquant une douleur. Je parviens ainsi à faire en sorte que son corps se ronde. Si vous observez la position de son corps, sa ligne centrale a changé. Au lieu d'avoir une ligne centrale forte, il tombe sur sa poitrine au lieu de se tenir droit. Tout ce que je dois faire, après être parvenu à ce qu'il se ronde, c'est le frapper comme ça, vers l'extérieur, avec la main ouverte, et je le ferai tomber. C'est une technique très simple. Elle n'exige pas beaucoup de pratique. Vous pouvez l'enseigner à votre femme ou à vos enfants. Ils n'auront pas beaucoup de mal à apprendre. Nous allons le refaire. C'est très facile. Il me saisit, je fais ceci. Son centre de gravité change. Je fais un pas et je le frappe comme ça. Et ce que je fais maintenant, c'est ce qu'un maître ferait. Je saisis sa tête comme ça et je la pousse vers le bas. Et il tombe par terre comme un avion. En résumé, c'est une technique très simple et très efficace. N'oubliez pas. Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup de place pour faire ceci, mais nous pouvons également le faire dans un espace plus réduit, dans un ascenseur ou à côté d'une voiture avec une autre voiture derrière. N'oubliez pas que dans cette position, sa jambe peut me frapper ici. Il y a beaucoup d'endroits où il peut me frapper. Souvenez-vous que l'idée de faire des techniques souples et dures, c'est d'être nous-mêmes souples et très ouverts, pour qu'en fonction de la situation, nous puissions modifier notre réponse de manière dynamique. Sa position pourrait indiquer ma manière de répondre. Je veux l'attaquer de n'importe quelle façon. Par exemple, en lui envoyant le poing comme ça, et il bougerait vers l'extérieur. Si je faisais par exemple ceci, il bloquerait à l'intérieur. Nous allons voir une autre technique. Nous allons commencer par la saisie à deux mains. Cette fois, je vais utiliser ma main droite, qui, comme je l'ai dit, est celle que j'utilise le plus et avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Je saisis sa main à l'intérieur, comme ça, en appuyant juste ici sur son poignet. Il appuie sur ma poitrine. Son pouce est saisi. Je pourrais le saisir comme ça, comme le font la plupart des gens. Si Jeff bougeait son bras très vite pour se libérer, il est très possible que mon pouce se casse. Pour cela, je vais mettre mon pouce ici. Pour éviter cela, avec ma main gauche, j'attaquerai la cavité de son épaule.
Pendant que j'appuie ici, je pousse contre son épaule. Observez son coude tendu. Je le sens. Ça va, bien. Et je vais tourner. De cette manière. Comme ça, vers le bas. Nous le refaisons. Je saisis, je pousse, nous appuyons vers le haut, je tourne. Souvenez-vous que d'ici, je peux attaquer son coude comme ça et appuyer ici. Nous allons le faire de l'autre côté. Je saisis, je pousse, je tourne comme ça, et nous continuons le mouvement en appuyant sur son poignet et sur son coude. Ici, nous pouvons faire ceci. Ou lui donner un coup de genou, en nous rapprochant plus. Une chose que nous faisons souvent, quand quelqu'un nous saisit, c'est essayer d'attaquer ses mains. C'est une erreur. Si je contrôle l'une de ses mains, il sera plus facile de contrôler son corps. Je vais vous montrer la manière de le faire. Quand il me saisit, je n'ai pas besoin d'attaquer ses mains pour le contrôler. Ce que je veux faire est très semblable à ce que Vincent a fait. Je vais saisir sa main ici et je vais la serrer contre mon corps. Cette fois, je n'attaque pas son autre bras, comme il l'a fait avant dans son deuxième mouvement. Je vais attaquer son bras comme ça et frapper ce nerf. Quand j'attaque son bras avec ma main, je dois oublier complètement son autre bras. C'est ce que nous disions du réflexe du nerf sympathique. J'attaque ce bras et cet autre bras dit « Quoi ?» L'esprit se divise et cette main s'ouvre. Je fais alors ceci. Une fois que j'ai le contrôle de ceci, je peux continuer mon mouvement et cette main tourne. Il me saisit avec force. Si je tourne, il perdra probablement quelques doigts. Ils se casseront. Je ne vais pas tourner complètement. Je ne vais donc pas rompre ses doigts. Ce que je vais faire, c'est ceci. Nous allons le voir ici. Je le saisis comme ça et j'appuie sur son poignet. Son coude est collé à son estomac. Et je pourrais le faire tomber par terre. Je ne vais pas aller au sol, mais je devrais le faire. L'important, c'est que vous ne devez pas attaquer les deux mains pour être efficace. C'est une technique très facile. Tout ce que nous devons faire, une fois que nous avons attaqué une partie de son corps, c'est comprendre que si nous attaquons une partie du corps, l'autre peut en être affecté. Parfois, elle l'est, et parfois pas. Comme si on ne l'attaquait pas. Si vous vous sentez plus à l'aise, quand quelqu'un vous saisit de cette manière, vous pouvez frapper ici et ensuite ici, et continuer le mouvement et tourner, saisir sa main et le faire tomber. C'est une technique très facile. Une chose que je trouve intéressante dans la réaction du nerf sympathique de la partie opposée du corps, c'est que, par exemple, quand quelqu'un le remarque, il dit « L'adversaire peut contre-attaquer avec la main gauche et vous frapper avec le bras gauche. » Mais comme le cerveau est centré sur ce qui se passe de ce côté, il ne se rend compte de cela qu'un dixième de seconde après. Et cela se passe si vite qu'on n'a pas le temps de réagir et de faire ce qu'on veut faire. L'un des objectifs principaux des techniques que nous sommes en train de vous montrer, c'est de connaître les points d'acupuncture et les points de pression pour que les techniques soient plus efficaces. Une autre chose importante, c'est que les points de pression, les points d'acupuncture ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière chez tout le monde. Par exemple, nous avons une complexion complètement différente. Quand vous frappez quelqu'un sur un point de pression, ce n'est pas important comment vous le frappez, mais comment il va le sentir, comment il va le ressentir dans les os, dans les muscles, dans les différents tissus. Cela provoquera des réactions différentes suivant la personne. Ce que je veux dire, c'est que si Vincent me tient ici sur le nerf radial, il mettra de la force. Il serrera pendant un certain temps et cela me fera mal. Et je ne veux pas que ma main se paralyse. Je vais donc modifier ma manière de penser. Cela n'arrive pas avec tout le monde à tout moment. Cela dépend de comment vous êtes,
car chaque personne a une physiologie différente, une réaction physiologique différente. Vous ne pouvez pas être sûr, quand vous essayez de casser un os à quelqu'un, de le rompre effectivement. Nous ne pouvons pas être sûrs que cela va se passer. Il est important que vous connaissiez une chose, qui remonte à de nombreuses générations, quand les arts martiaux chinois commençaient à se développer. Les maîtres les plus importants du Tai Chi Gong disaient que la pratique des arts martiaux devait se faire pour se préparer à frapper et à être frappé aux points vitaux. À tel point qu'en luttant contre une autre personne, il fallait trouver toujours un point, bien qu'il y en ait beaucoup plus. Nous devons trouver les points, car évidemment, il existe. Il y a des gens qui cherchent beaucoup de points sur le corps, mais ils sont rares. Nous allons parler des réactions physiologiques immédiates que nous recherchons en faisant ces techniques. La réaction physiologique immédiate qui vous permet de tenir quelqu'un pour le contrôler et ainsi vous défendre. La plupart des dommages que nous provoquons quand nous faisons ces techniques peuvent ne pas apparaître immédiatement. Il se peut qu'ils apparaissent des semaines ou des mois plus tard, car le dommage est interne. Si vous bloquez le yin, par exemple, l'harmonie du corps est rompue. Les symptômes de cela apparaissent dans les organes longtemps après. Plus loin dans ce DVD, nous écouterons le Dr Chen, qui nous parlera de choses telles que la stase sanguine et la stagnation du qi. Il nous dira comment les provoquer au moyen des coups et nous parlera également de la traumatologie traditionnelle chinoise. Souvent, un agresseur peut nous pousser pour nous intimider. Il ne nous saisit pas nécessairement. Jeff, fais-le. Plus fort. Encore une fois. Fais-le de nouveau. Je me déplace vers l'arrière. Quand cela se produit, vous sentez la pression qui vous fait vous recroqueviller. Quand cela se passe de nouveau, l'idée c'est de revenir. Il me saisira probablement et me frappera avec l'autre main. Nous allons parler de cette technique. Jeff vient et me pousse. Utilise un peu plus de force, s'il te plaît. Il pousse mon épaule vers l'arrière comme ça. Je demande alors aux élèves, dans quelle direction devons-nous aller? Dans le style chinois, nous allons aller vers l'extérieur. Mon épaule a été frappée. Elle n'a pas d'énergie. Je vais tourner dans cette direction de nouveau, cherchant le centre. Il peut utiliser son autre main, comme nous l'avons dit, pour saisir. Je le dévie donc, comme nous avons vu avant, et ensuite je fais comme ça, l'attaque de la bouche du tigre. Et je vais l'atteindre ici, dans cette zone. Ça va? Tout le monde pense que c'est une saisie, mais la saisie se fait comme ça. Et la bouche du tigre sur cette partie ici. Parce qu'ici, il y a un point d'acupuncture. Il ne faut pas saisir comme ça, c'est mou. Ce qu'il faut faire, c'est frapper comme ça, directement sur cette partie. Et ensuite, nous refermons la main. Ça va? Nous allons le refaire. Frappe un peu fort. Avec mon corps, je fais ceci. Je tourne et je frappe. Observons la partie basse. Je frappe. Je peux attendre et frapper avec le genou. Comme ça, sur la région du quadriceps. Et ensuite, je vais faire ceci et je l'écrase du pied ici. Et je peux encore continuer avec un coup de coude, un coup comme ça. Ça va? Nous le refaisons. Nous le parons comme ça et 1, 2, et coup de coude. Coup, et vous pouvez continuer comme vous voulez. Nous allons traiter le thème de la poussée depuis la perspective dure,
en essayant également de rediriger la puissance de notre corps. Mais au lieu de faire ce type de coup, ce que nous allons faire quand il nous pousse, c'est tourner le corps comme ça et mettre mes bras comme ça. Ma saisie va provoquer une hyperextension ou n'importe quelle autre blessure au coude qui l'empêchera de travailler. Maintenant, je fais un pas et je lui donne un coup de coude direct dans les côtes. À cet endroit où le corps reçoit un grand flux d'énergie, le dabao, suivant la terminologie chinoise. Et je vais frapper ici. Voyons cela depuis un autre angle, pour bien le voir. Il me pousse comme ça, et je fais ceci. C'est un joli mouvement. Ensuite, je lui donne un coup de coude dans le dabao, dans la région des côtes. D'ici, je fais un mouvement très facile. Je fais ceci comme ça, je donne un coup de coude, atteignant ce nerf ici, dans cette zone. Ensuite, je frappe avec le genou ici. Nous pouvons le frapper à l'estomac comme ça, ou à l'entrejambe. C'est un mouvement très facile et très rapide. Il pousse, je me maintiens et je change la position de mon corps. Je fais ceci, je fais un pas, je frappe ici, coup de genou et en bas. C'est un exercice très facile qui se fait très rapidement. Les zones de l'estomac et surtout de l'entrejambe sont des zones très délicates. En frappant cette zone, vous pouvez altérer le centre d'équilibre et provoquer de sérieuses blessures. Nous allons voir la même poussée, mais à deux mains. Comme ça. Une fois de plus, mes épaules sont secouées. Encore une fois. OK. Nous voyons comment le coup affecte cette partie, et à son tour, tout le centre d'équilibre. Cela fait que les jambes cèdent. Encore une fois, s'il te plaît. Une fois ici, je ne vais pas attaquer l'un des côtés, en pensant que l'autre fait. Mais je vais attaquer directement ici. Je l'attaque en haut, et tout en l'attaquant en haut, je fais un pas en avant. Nous allons le refaire. D'ici, un coup direct en haut. Descends un peu comme ça. Regardez, la zone de son cou. Regardez ses jambes, le centre de son corps. Si je continue de le pousser, il va tomber. Il peut bouger sa jambe gauche vers l'arrière pour avoir plus d'équilibre, ou essayer de bouger les pieds vers l'arrière. Si je fais ceci, il va en bas. Je peux également faire ceci à sa jambe, pour le faire tomber. Nous allons le refaire. Je l'attaque au visage et j'avance. Et ensuite, je continue avec ceci. Pour le renverser, je l'attaque comme ça avec ma main, comme si c'était un sabre, le frappant à la gorge. À ton tour, Jeff. Je vais faire quelque chose de semblable, mais d'une autre perspective. Je vais tirer sur lui en utilisant sa propre force. Il me pousse et me frappe. Mon corps va vers l'arrière. Je vais faire un pas en arrière et je vais tordre ses poignets comme ça. Et ensuite, je frappe. C'est un mouvement très facile et très essentiel. Avec lui, je vais parvenir à avoir le contrôle de son corps, faire en sorte que son centre de gravité descende. Évidemment, son visage restera près de mon genou. C'est une technique très facile. Quand il avance, il faut se rendre compte d'une chose. Si nous repassons la physique élémentaire, nous nous souviendrons qu'un corps en mouvement a tendance à allonger son mouvement, sauf si... Ça va? Sauf si une autre force s'y oppose.
Ce que nous allons faire, ce n'est pas nous opposer à sa force, mais profiter de son inertie. Quand il pousse, je glisse mes mains lentement, tout en rejetant mon corps en arrière. Mes mains glissent jusqu'à arriver à ce point, où je fais ceci, et je le frappe. Il fait tout le travail, je ne fais rien. Il fait tout le travail, et c'est ce qui me plaît. Je ne dois pas travailler dur, seulement agir intelligemment. Bien, nous allons voir maintenant l'attaque dans le dos. Imaginez que c'est la nuit et que vous marchez dans la rue. Vous sentez un contact par derrière. Il pourrait s'agir de votre mère ou de votre grand-mère. Vous vous retournez et on vous frappe. Votre agresseur en profite alors pour vous voler le portefeuille. La première chose que vous devez faire, si vous vous retournez, c'est faire un pas en avant et je place ma main comme ça, en maintenant la distance. Je vais utiliser la jambe parce qu'il peut avancer et lancer son coup de poing. Ça va? Ensuite, je lui envoie un coup de pied latéral comme ça et je frappe en bas sur le haut du genou, comme ça, en le poussant vers l'arrière. Ensuite, je lance mon poing directement à la mâchoire. Je me déplace vers l'intérieur et je lui donne un coup de coude. Je fais ceci et je lui donne un coup de genou sur le plexus solaire. Encore une fois. À ton tour. Je vais parler de cette technique qui termine avec un coup de genou. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent. L'une des choses que vous devez faire toujours, c'est créer une distance. Par exemple, si un voisin s'approche de vous et vous touche à l'épaule, la première réaction, c'est de faire un pas en arrière et de placer votre main comme ça. Cela crée une distance entre les deux, un espace de sécurité. C'est ça la distance qui donne la demi-seconde qui me permet de faire ce que je dois faire. Lui dire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps. » ou me protéger. Il y a une chose que j'aimerais préciser. C'est une réponse d'entraînement. Tout le monde a des réactions naturelles, et quand les gens ne sont pas entraînés et qu'ils entendent ou sentent quelque chose, ils se tournent dans cette direction. Normalement avec les mains comme ça. Bien qu'évidemment, ce ne soit pas la manière correcte de le faire. Créer une distance est évidemment la priorité que nous avons en tête. Touche mon dos de nouveau. Quand je me retourne et qu'il vient vers moi, je bloque vers l'extérieur et je vais frapper avec mon pied. Je vais frapper avec le coup de pied sur la partie interne de son genou. Et je fais ceci, parce que le genou est très fragile. La plupart des gens, la plupart des combattants, engendrent en général entre 12 000 et 15 000 livres de pression. Et nous n'aurions besoin que de 75 ou 90 livres de pression pour casser un genou. Nous avons une grande capacité de faire mal. Quand un agresseur nous attaque, ma réponse devrait être me retourner et agir rapidement. Il me touche, je fais un pas en arrière pour créer une distance, je bloque comme ça, je lui donne un coup de pied et de nouveau je continue le mouvement, avec une technique très facile pour attaquer les nerfs de cette partie du cou. Je peux l'utiliser pour me protéger. Je fais un pas, je frappe et je fais ceci. Et maintenant, je suis dans une position d'avantage. Deux des méridiens qui font le tour du corps sont des méridiens yin.
Ils ont un point de départ, bien que cela dépende de la théorie que vous suiviez. Autour de la zone centrale, qui est la plus importante pour frapper. Peu importe les réactions physiologiques, nous ne voulons pas qu'ils nous frappent ici. Et souvenez-vous que lorsque vous le faites de cette manière. C'est vrai, nous le faisons de cette manière. Fais la technique de nouveau de ce côté. OK. Il me touche, je me retourne et je crée une distance. Je bloque, ma main reste ici pour me stabiliser. Je frappe, je le renverse. Sa main est en haut de nouveau et je peux faire ceci. Ou je peux me laisser tomber comme ça et l'immobiliser. C'est une technique très facile pour renverser quelqu'un. Avec cette technique, il est très facile de renverser quelqu'un, même quelqu'un de grand. Du fait de la vitesse, vous pouvez renverser quelqu'un avec une rotation. Nous continuerons le mouvement en fonction d'où se trouve votre corps. Comme tu disais, quand le corps prend position, il le fait suivant si nous allons faire une technique intérieure ou extérieure. Vous devez être fluide et dynamique chaque fois que vous appliquez une technique de self-défense. Quand vous effectuez une technique, il peut y avoir des différences entre la manière souple et la manière dure. Mais il y a également de nombreuses similitudes. Peu importe l'art martial que vous pratiquiez. Travaillez dur et restez sauf. Merci. Je dois vous demander de ne pas vous fermer. Quand vous observez d'autres arts martiaux, ne vous centrez pas sur le vôtre, car vous pouvez rencontrer quelque chose que vous pourriez utiliser et que vous n'avez pas étudié avant. Conservez dès lors l'esprit ouvert et pratiquez beaucoup. Merci beaucoup. En premier lieu, nous parlerons des méridiens et des nerfs. De nombreux méridiens se trouvent juste à côté du nerf, mais pas exactement sur le nerf. Quand on pratique les arts martiaux, on peut se blesser. Mais il se peut que les problèmes n'en restent pas là. Des lésions plus graves peuvent se produire. D'un nerf blessé, on peut passer à un blocage du méridien. Ou d'un blocage du méridien, on peut passer à un nerf blessé. Quand il y a blocage des méridiens et lésion au nerf, le flux d'énergie se ralentit et peut provoquer des problèmes musculaires. En réalité, certains méridiens courts ne causent pas de problèmes aux organes. Ce sont les méridiens longs qui causent des problèmes localisés et qui ensuite causent des problèmes aux organes. Par exemple, quand nous reposons, nous pouvons avoir des problèmes. À la longue, les problèmes aux mains peuvent engendrer des problèmes aux épaules. Ces problèmes, à la longue, peuvent causer d'autres problèmes et finalement, des problèmes de sommeil. La raison se trouve dans les méridiens, car beaucoup de points des méridiens suivent les nerfs. Si un nerf de l'épaule est endommagé, le dommage s'étend au coude, au poignet et arrive aux mains. Ce type de lésion se trouve au niveau des méridiens. La première chose à savoir, c'est qu'il y a 12 méridiens normaux et 8 méridiens spéciaux. Nous avons tous 20 méridiens et parmi eux, il y en a 8 qui sont comme un pack, où se concentre l'énergie intérieure ou ki. Il y a 12 méridiens normaux en haut et 12 méridiens en bas. Nous avons besoin d'énergie, nous devons la fixer. Par exemple, quand quelqu'un se bat, il peut frapper le méridien de l'estomac ou le méridien du foie. C'est pour cela que beaucoup de gens qui font les arts martiaux attaquent le système nerveux. Mais si vous faites des arts martiaux, vous devez connaître les méridiens. Il faut frapper sur le méridien, pas frapper sur le nerf, car c'est pire. Si j'ai beaucoup d'énergie, celle-ci peut provenir du méridien du foie. Le foie peut acquérir le pouvoir terrible du méridien doux, car ce méridien forme un cercle d'énergie. Si nous mettons beaucoup d'énergie sur le méridien yin-doux, qui est celui de la vésicule biliaire, cela peut vous faire perdre de la puissance. Il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années et qui ne peuvent pas atteindre un niveau supérieur
car leur énergie descend. Si vous frappez seulement sur le nerf, vous blesserez seulement superficiellement. Mais si vous connaissez bien les points, et que vous frappez les points et provoquez des dommages à ce niveau, vous pourrez atteindre les méridiens et vous parviendrez à blesser les organes. Si vous avez de la puissance et que vous frappez le Dabao, ou si vous n'avez pas de puissance et que vous frappez le Dabao, vous obtiendrez un résultat différent. Si vous avez de la puissance, vous frapperez les points méridiens du Dabao et vous provoquerez des dommages aux nerfs des côtes et également aux méridiens qui se trouvent là. Mais si vous ne connaissez pas les points ou si vous n'avez pas de puissance, bien que vous connaissiez les points, vous n'allez provoquer que des dommages superficiels. Si Vincent, qui est grand, vous frappe sur les points, il se peut que vous ne vous en rendiez absolument pas compte. J'ai déjà vu cela, mais à l'intérieur, tout va mal. Il se peut qu'à l'intérieur, vous soyez en train de vous détruire, ou il se peut qu'il provoque chez vous une stagnation du ki. Si vous avez touché, vous devez être patient pour que se produise la stagnation du ki ou stase sanguine. On peut faire des blocages superficiels ou on peut bloquer un méridien. Il faut essayer d'atteindre les méridiens pour les bloquer. Mais ce n'est pas facile, parce que il y a des gens forts. Et quand vous les frappez, superficiellement, tout paraît très normal. Nous cherchons une blessure, et on dirait qu'il n'y a absolument aucune blessure. Mais c'est à l'intérieur qu'elle se produit. Cela peut vraiment être un problème si vous voulez provoquer un dommage interne et utiliser le Chin. Si vous voulez que la lésion soit un os cassé ou une articulation luxée, vous pourrez y parvenir en pratiquant l'art du Chin. Avec lui, vous pouvez faire des luxations efficaces. D'autre part, on peut faire de l'acupuncture quand il y a une douleur, car il peut s'agir d'un cas de stase sanguine. Il faut faire circuler le sang et libérer le corps de cette stase sanguine. Nous ferons ainsi circuler le ki plus rapidement, éliminant la stagnation du ki. D'une certaine manière, pour ce que nous avons dit, nous avons de nombreuses options. Si vous voulez obtenir plus de puissance, vous devez faire sortir l'énergie de l'intérieur. Pour cela, un médecin spécialiste de ces techniques peut vous aider. Un qui connaisse les arts martiaux, car ils savent comment déplacer l'énergie du ki, car ils connaissent le tai chi ou le qigong, et savent faire progresser ce pratiquant d'art martial. Par exemple, au niveau de la respiration, si vous voyez un débutant combattre, il peut avoir des problèmes du fait de ne pas savoir contrôler sa respiration. Dans les arts martiaux, ceux qui font habituellement de l'acupuncture ne cherchent pas l'énergie en dehors, ils la cherchent à l'intérieur pour utiliser plus de ki, contrairement au reste des gens qui la cherchent à l'extérieur. De là vient la stagnation du ki, de l'usage de la force de l'extérieur. La stagnation du ki ne vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur. Un bon étirement du coude, qui permette d'échauffer la zone près du coude pour mieux pratiquer, serait essentiellement comme ceci. Tu es gaucher, non? Mets ta main comme ça, vers le bas, pour étirer les muscles de l'avant-bras. Si ce muscle est tendu, il appuie sur le tendon du bras. C'est une information dont il faut tenir compte pour éviter une douleur inutile. Normalement, avec l'étirement, la douleur diminue. Autre chose que je vois, c'est que, comme tu es gaucher, tes biomécanismes font légèrement bouger ta main pour libérer la pression du coude. Souvent, les gens font des exercices qui provoquent une douleur dans la zone de saisie, dans cette zone où se trouvent ces muscles longs, dans le bas du dos, qui sont connectés à l'épine dorsale et à cette région à côté du lobe frontal. Beaucoup de gens ont pour cela des maux de tête quand ils font ceci. Ce n'est pas bon. Ces points de douleur s'appellent points activateurs. Ils peuvent provoquer une douleur en différents endroits du corps. Si nous avons un point activateur sur le triceps, il affecte l'épine dorsale et peut provoquer certaines maladies. Avec ce type de lésion, on examine l'épine dorsale pour voir si elle bouge correctement. Et si nous trouvons un endroit où les articulations sont lâches, il se produit une fixation.
La fixation engendre des problèmes aux nerfs. Et l'activité de ceux-ci décroît, provoquant une douleur. C'est ce qui se passe. Nous allons voir s'il y a un point abîmé. Couche-toi. Nous allons chercher un point de contact. Je me couche ici? Oui, couche-toi là. Nous allons maintenant essayer de trouver des blocages comme ça, ici, dans la zone de l'épine dorsale. Nous allons regarder juste ici, sur la zone de l'épine dorsale. Tu dois être détendu. Je vais toucher cette zone. Tu respires profondément et c'est comme ça. Comment te sens-tu? Très bien. Maintenant, nous allons continuer comme ça. Respire. Comment te sens-tu? Bien. Nous allons essentiellement réduire les interférences sur l'activité du nerf. Cela entraîne l'ouverture du flux d'énergie, qui aide ostensiblement à diminuer la douleur. Quand nous traitons le bas du dos, nous devons examiner le patient dans cette position pour pouvoir le faire correctement. C'est le squelette du muscle. Il n'y a pas de structure. Il est différent. Ce que nous allons travailler, c'est cette zone, en poussant comme ça vers moi. La base du muscle se contracte en l'étirant autour. Ça va? De ce dont on parle, c'est de l'usage du Dumai. Tout combattant peut avoir des problèmes dans cette zone, d'accord? Nous allons travailler toute l'épine dorsale adéquatement. Voici la manière correcte de le faire. Observez sur cette partie intérieure. Vous remarquerez mon pouce ici. Observez la partie de droite et celle de gauche. Ici, on a perdu la sensibilité. Quand vous traitez des gens qui font des arts martiaux, vous devez faire attention quand un patient arrive. Il peut avoir un problème au genou et vous devez regarder beaucoup de choses. Le patient peut avoir les muscles bloqués s'il s'agit d'une foulure ou d'une subluxation de la rotule. Autrement dit, sa rotule a été déviée, ou d'une dislocation qui sont des lésions qui font très mal. Quand vous pratiquez les arts martiaux, le genou peut être endommagé du fait de la flexion-contraction ou de la rotation de celui-ci. Observez ceci. Nous allons faire attention à la zone de rotation. Nous allons lui faire un test pour voir s'il est positif, une résonance magnétique ou d'autres examens similaires. Plusieurs examens pour voir s'il y a des entorses ou des lésions du ligament croisé antérieur ou postérieur. Et si cela se produit, après du repos, il faut donner un traitement au patient pour le soulager et l'aider à récupérer la mobilité. Les lésions de dos sont des lésions les plus communes que nous observons en traitant un patient. Il y a des patients qui sont tombés, qui ont forcé le dos, qui ont été frappés ou agressés. Parfois même, on observe des fractures ou des fêlures. Nous devons être habiles. Il peut s'agir d'une fracture. Parfois encore, il peut s'agir de ce que la médecine appelle une lésion du nerf sciatique, et elle peut être en relation avec des problèmes discaux. La lésion la plus commune dans les arts martiaux est une lésion de l'épaule. Autrement dit, c'est une inflammation qui se produit dans une articulation acromiale de l'épaule. 60% des blessures de l'épaule sont des bursites subacromiales. Le traitement se fait à base de massage et d'anti-inflammatoires, accompagné d'un peu de repos.
La deuxième blessure la plus commune à l'épaule est la tendinite supraépineuse, qui implique les tendons du muscle supraépineux. La troisième est la rupture du muscle supraépineux. La quatrième est le déboîtement de l'articulation qui enveloppe l'articulation acromio-claviculaire de l'épaule ou luxation de l'épaule, comme disent les gens. Une autre lésion connue est celle que l'on appelle capsulite rétractile ou épaule gelée, car on observe une restriction du mouvement de l'épaule. La cinquième cause commune est la tendinite du biceps, qui est une tendinite qui englobe le muscle de l'épaule. Ces lésions et ces causes situent l'épaule au 6e degré. La régénération des articulations de l'épaule est très lente. Il peut se passer des années avant qu'un nerf ne se récupère. Il se peut même que le nerf ne soit plus jamais le même. Mais enfin, cela dépend du type de lésion et de l'endroit de la lésion. Souvent, elle englobe la racine même, et cela exige la chirurgie et un type de médecine appelé laminectomie, que souvent réalise le neurochirurgien ou le spécialiste orthopédique. La lésion englobe la partie principale du nerf. La neurochirurgie doit donc couper le nerf et ensuite le recoudre. Le patient sera alors capable de récupérer 80% de la force, mais il faudra de la réhabilitation ou une thérapie pour y parvenir. Souvent, la lésion peut être permanente, provoquant la dépendance du patient d'un certain type de médicament qu'il devra prendre durant le reste de sa vie. Les lésions les plus communes des articulations impliquent des fractures et des déchirements bursaux sur la partie interne de la propre articulation. Autrement dit, il y a un autre type de lésions aux articulations qui sont les déboîtements, et ce que nous appelons bursite rotulienne, qui implique l'inflammation du tendon qui se trouve sur la rotule, à l'intérieur. Il y a un type de lésion appelé ostéochondrite disséquante, qui est plus commune chez les jeunes que chez les gens âgés. Et qui souvent implique une prédisposition génétique. Elle implique le cartilage, des parties des cartilages qui tombent vers la zone de l'articulation. Cela affecte les mouvements du genou, plutôt pendant la flexion que pendant l'extension. Je crois qu'augmenter la force des muscles est extrêmement important et crucial pour prévenir les problèmes des articulations du genou, de la tête ou de la hanche. On peut y parvenir à travers le travail en augmentant les charges à l'effort, car en augmentant les charges à l'effort, vous pouvez diminuer la pression sur l'articulation. Et vous pouvez retarder les conséquences telles que les maladies des articulations le plus possible. Car les articulations supportent beaucoup de pression. Mais cette pression peut être distribuée sur les muscles autour de l'articulation. C'est pour ça que le travail des muscles est si important. J'aimerais comparer la manière de travailler européenne qui consiste à lever moins de poids plus souvent et la manière américaine qui consiste à lever beaucoup de poids suivant une fréquence plus courte, ce qui peut entraîner plus de lésions sportives. Tous ces exercices cardiovasculaires, qui utilisent surtout beaucoup de poids courts, mais plus souvent, peuvent être utilisés de manière cardiovasculaire, plus que de l'autre manière, car de l'autre manière,
vous ne pourrez plus vous exercer que quelques fois et vous serez plus près de la lésion sportive que d'un exercice cardiovasculaire plus fréquent. Les arts martiaux, comme tout vaste objet d'étude pour les êtres humains, englobent plusieurs secteurs: la biomécanique, la physiologie, l'histoire de la culture des pays. Et quand quelqu'un s'efforce d'étudier, il parvient à progresser dans la connaissance avec l'aide du professeur qui lui enseigne la signification des choses. Quand vous étudiez les arts martiaux anciens, vous apprenez à développer des habiletés pour vous préparer au combat. Et simultanément, vous devrez forger votre caractère pour évoluer en tant qu'être humain. L'une des grandes valeurs des arts martiaux, au cours de son histoire, a été de savoir étudier les arts martiaux de manière illustrée et de faire en même temps en sorte que les gens puissent être efficaces au combat. Le défi pour les professeurs d'arts martiaux, c'est d'être compétents et suffisamment sages dans les divers secteurs où ils sont influents, pour enseigner convenablement les choses et transmettre le caractère nécessaire aux élèves pour qu'ils deviennent des personnes intègres et honorables dans les pires circonstances. J'ai étudié les arts martiaux japonais et je les connais du point de vue scientifique, car j'entraîne les bases des fondements depuis 34 ans. Il faut enseigner à un individu à se restructurer, à pratiquer les formes naturelles avec naturel. Nous avons tendance à être antinaturels, surtout quand nous sommes adolescents. Et cela engendre chez nous de la confusion quant à la structure des choses. Nous devons récupérer la connexion entre les arts martiaux et les mouvements naturels. Si nous observons les sports professionnels, football, basketball, baseball, la mécanique est la même. Elle ne change jamais. Quand nous travaillons avec des armes et des percussions, les connexions nous font progresser. Si nous pensons à la biomécanique, nous voyons que les individus font des mouvements qui sont considérés comme normaux. Par exemple, la main peut faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Si vous voulez aller au-delà de ce point particulier, il devient antinaturel dans les techniques d'attaque. Si vous le faites autrement, cela devient un mécanisme antinaturel pour le bras. Et on ne fait pas bien les attaques. L'idée, c'est de savoir ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. C'est cela qui est important. En deuxième lieu, il y a ce que la main veut faire. Ce peut être le mouvement d'un coup de poing. Certaines études se centrent sur des choses telles que définir un coup de poing. L'autre partie impliquée de la mécanique est ignorée. Par exemple, si vous vous centrez sur ce qui fait que le mouvement aille vers l'avant, nous rencontrons des limites, car ce mouvement vers l'avant est une extension. La position de la main peut englober un certain nombre de choses, mais il y a d'autres parties qui sont très utiles pour que se produise cet impact. J'ai étudié la biochimie et je me suis entraîné pendant 34 ans aux arts martiaux. Et réellement, je ne crois pas que dans aucun système, quel que soit le pays d'où il provient, la culture d'où il provient, il y ait des différences. Tous les maîtres se basent sur les principes élémentaires de la biomécanique et également sur les principes élémentaires du grappling, de l'usage des armes et des techniques de percussion. Tout cela est relié. Ils doivent également enseigner ce qui est correct, à devenir une personne d'honneur, une personne intègre. Autrement, ils ne pourraient pas enseigner. Voici un parallélisme, par exemple. Si vous avez réalisé une technique de luxation, vous allez voir que certains individus utilisent différents types de saisie de poignet ou de contrôle, et que certains fléchissent beaucoup plus que d'autres. Vous pouvez appuyer comme ça sur un individu, et il se plaindra immédiatement. Et vous pouvez appuyer de la même manière sur un autre, et rien ne se produira. Il y a des différences dans la souplesse des articulations, dans les tendons, dans la structure, dans les nerfs qui ne paraissent pas être stimulés aux mêmes endroits. Nous situons ce point sur un individu quelconque. Tout le monde devrait avoir la même réponse, mais il n'en est pas ainsi. Premièrement,
Il y a des différences dans la densité musculaire. La manière d'appliquer la pression pour obtenir un effet semblable sur plusieurs personnes est très différente. Deuxièmement, on peut trouver des différences dans la localisation de certains points, des différences dans les zones de tension, dans la capacité physique et même dans la manière de s'alimenter, qui peuvent modifier la manière de sentir la pression ou de recevoir l'impact. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas utiliser en premier lieu ce genre de technique d'attaque. Il vaut mieux déséquilibrer quelqu'un ou utiliser des techniques pour l'étourdir au moyen de l'impact. Ou si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez attaquer quelqu'un de manière à l'immobiliser. Je sais le faire des techniques qui provoquent une douleur aux articulations. Mais je sais aussi utiliser des techniques pour étourdir ou contrôler quelqu'un. On peut également mettre le doigt dans l'œil, ce qui cause de sérieux problèmes. Mais les plus dangereux, je crois que ce sont les autres, ce que nous avons vu. Savoir trouver les points de pression, ou de shiatsu, ou de contrôle sur le corps, se fait de la même façon. Parfois pour saisir, parfois pour frapper, parfois pour appuyer. Pour faire ceci, il faut pratiquer pendant des années. Et même comme ça, il est difficile que l'on soit sûr de bien le faire. J'ai vu des gens qui travaillent ces techniques au cours des stages et ensuite qui ne le font pas bien, car ils savent collaborer et amener la technique à la pratique. Ils obtiennent l'impact, mais ils espèrent un grand impact. Et ils ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle cela se produit. Et cela arrive du fait de la différence du poids du corps, de la structure musculaire ou nerveuse. Tout cela modifie le niveau d'efficacité, car ce type d'impulsion est différent d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui ont une meilleure biomécanique ou bioélectricité. Ce sont différentes variantes qui font que tout le monde ne peut pas sauter comme Michael Jordan ou courir comme un athlète. Il y a des différences de développement ou même une composante génétique relative à la capacité de conduction des nerfs. Il y a des élèves vraiment très bons qui développent ces bases en cherchant la perfection, en cherchant une réponse naturelle et dont le corps se place dans la position adéquate pour obtenir une réponse adéquate pour chaque technique, au lieu d'exécuter un mouvement complexe.